président de l'Assemblée nationale chez le chef de file de l'opposition politique. C'était en fin de matinée de ce 17 avril, une visite de courtoisie de Alassane Sakandé à Séphiren Diabré. Elle a été mise à profit pour évoquer des sujets en rapport avec la situation sociopolitique au Burkina Faso. L'ambiance de cette visite à suivre dans ce journal. Aujourd'hui, 17 avril, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'hémophilie. C'est une maladie génétique du sang très peu connue, mais dont souffrent principalement les personnes de sexe masculin. Dans ce journal, nous faisons le constat sur l'ampleur et la prise en charge de cette maladie dans une des formations sanitaires de la capitale burkinabé. Dans l'actualité également, les lauréats de la 3e édition de génétique sont entrés en possession de leur prix. Ces prix varient de 2 à 3 millions de francs CFA. Ils permettront aux bénéficiaires de réaliser leurs projets dans des domaines tels que le civisme, l'environnement, l'énergie et le développement rural. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. On commence ce journal par le voyage du président du Faso en Arabie Saoudite. Le président du Faso a assisté à la clôture des manœuvres militaires conjointes dénommées Bouclier commun du Golfe. C'est un exercice organisé par le ministère saoudien de la Défense et il s'est déroulé à Jubal, à une centaine de kilomètres de Dammam. L'objectif du Bouclier commun du Golfe est de renforcer la coopération militaire entre les différents pays. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux Mathias Rabo et Olopoda. Bouclier commun du Golfe, ou l'expression de toute la puissance de feu de l'Arabie Saoudite et de ses alliés. Au cours de cette manœuvre, 23 pays au total se sont enrichis mutuellement de l'expérience et des bonnes pratiques militaires. Une solidarité entre nations à travers leurs armées pour faire face aux défis sécuritaires actuels des armées confrontées parfois à une guerre asymétrique connue sous le vocable terrorisme. C'est cette solidarité face aux défis sécuritaires qui devrait inspirer les chefs d'État du G5 Sahel à la recherche de solutions pérennes pour sécuriser un territoire fragile sur plusieurs plans. Le président Kaboré et ses pairs, invités spéciaux du roi Salman, sont venus à l'école des pays de la région. Le Burkina, dès début 2016, a adhéré à la coalition antiterroriste mise en place par l'Arabie Saoudite et sur divers plans donc nous partageons les mêmes points de vue en matière de lutte contre le terrorisme et le bouclier du Golfe aussi fait partie des regroupements dans lesquels le Burkina adhère. Et vous avez vu ici qu'il y avait tous les chefs d'État des 5 pays membres du G5 Sahel. Ça a été d'ailleurs l'occasion pour des discussions informelles autour du financement saoudien dans le G5 Sahel qui est de l'ordre de 100 millions d'euros. Nous avons regardé ensemble donc avec les 5 chefs d'État, mais également avec le patron de la force conjointe et quelques ministres de la Défense et des Affaires étrangères sur la question opérationnelle de mise à disposition des fonds saoudiens et également le matériel et tout l'appui que l'Arabie Saoudite peut apporter. Les forces terrestres, navales et aériennes qui exécutent ces manœuvres démontrent leur capacité à effectuer des tâches symétriques et asymétriques dans différents domaines d'opération. Considéré comme le plus important de la région par la taille, la richesse et la diversité de l'expérience militaire, l'exercice vise à améliorer la préparation militaire des pays participants, à moderniser les mécanismes conjoints et à renforcer la coordination et la coopération. À présent, ces images pour vous dire que le président du Faso est rentré en fin de matinée à Ouagadougou après un séjour à Lomé puis en Arabie Saoudite. Et comme vous l'avez suivi dans le reportage précédent, Rochmar Christian Kaboré a assisté à la clôture du bouclier commun du Golfe. Ce voyage a donc été une occasion pour renforcer la coopération militaire entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso.
Et juste à quelques heures après son arrivée, le président du Faso a reçu cet après-midi une délégation de catholiques Relief Service. La délégation était conduite par le président mondial de cette organisation. Les échanges ont porté sur les pistes de collaboration entre cette organisation et les autorités dans le sens du mieux-être des populations burkinabè. Le point de l'audience avec Issa Ouedraogo et Vincent Tchendrebeo. Le président mondial de Catholic Relief Service au palais de Kosiam, accompagné d'une délégation du clergé burkinabè, Sen Kalahan est allé faire part de sa reconnaissance au chef de l'État pour la franche collaboration et le soutien que bénéficie son organisation dans ses activités au Burkina Faso. Catholic Relief Services has worked here. Le Catholic Relief Services CATREL travaille au Burkina depuis longtemps et nous sommes venus sur l'invitation de l'Église catholique du Burkina et aussi du gouvernement du Burkina Faso. Et nous sommes très honorés d'être reçus et nous sommes très reconnaissants pour tout l'appui que le gouvernement du Burkina Faso, à travers le niveau central comme le niveau déconcentré, appuie le CRS dans ses activités sur le terrain. Et nous apprécions beaucoup la collaboration qui existe entre le Burkina, le CRS et l'Église et nous attendons une plus forte collaboration. Catholic Relief Service, qui célèbre ses 75 ans cette année, est présente au Burkina Faso depuis 1960. Tout en se félicitant de ses œuvres sur le terrain, le président de l'organisation assure encore de sa disponibilité à travailler aux côtés de l'Église et des autorités burkinabè. Autre point de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale était ce mardi chez le chef de file de l'opposition politique burkinabè. C'est une visite de courtoisie, mais également une marque de reconnaissance d'un étudiant à son enseignant. Au-delà de cet aspect, les deux personnalités ont échangé sur la vie sociopolitique au Burkina Faso. Des précisions avec Souleymane Sanou et Nyarkiteda. Ce mardi matin, Alassane Bala Sakandé a rendez-vous ici avec son professeur. Derrière cette visite se cache une philosophie. Le président de l'Assemblée nationale vient partager avec le CEFOP les problèmes de la nation et demander conseil et bénédiction auprès de l'homme qu'il a enseigné à l'université de Ouagadougou. C'est une visite de courtoisie, venir échanger avec le chef de file de l'opposition, échanger sur les problèmes de la nation et demander conseil et bénédiction parce que c'est un aîné. Comme je l'ai dit, c'est un professeur, donc j'ai beaucoup aussi à apprendre de lui. Au-delà de nos divergences politiques, on est tous des humains. Et moi, en tant que président de l'Assemblée, je ne suis pas dans l'incivisme. Je dois respecter les aînés, on doit respecter ceux qui vous ont donné aussi le savoir. Pour le chef de file de l'opposition politique burkinabè, c'est un geste de courtoisie à saluer. Cette visite a été une aubaine pour Zéphirin Diabré d'évoquer avec le chef du Parlement des questions liées à la vie de l'Assemblée nationale. Ça a été l'occasion pour moi de revoir une personnalité que je connais depuis très longtemps. Il a lui-même évoqué des circonstances estudiantines dans lesquelles nous nous sommes connus. Mais au-delà de ça, d'échanger avec lui sur un certain nombre de sujets, même si on n'est pas rentré dans le fond des choses, vous imaginez que les sujets ne manquent pas. Le principal étant le travail que fait l'Assemblée nationale sous sa haute direction et que j'apprécie fortement, et la manière dont l'opposition, notamment parlementaire, va continuer donc à jouer sa partition. C'est en cela que la démocratie burkinabè va se construire en sauvegardant l'essentiel. L'union sacrée autour des intérêts du Burkina Faso reconnaissent les deux personnalités. Le chef de file d'opposition en a profité pour informer les journalistes du maintien de sa plainte contre l'ex-ministre de la Sécurité. Zéphirin Diabré et une délégation de l'opposition politique seront reçus à Kosiam jeudi prochain par le président du Faso. Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques organise une formation au profit des députés, des officiers de l'armée et des cadres de certains ministères. La formation porte sur des sujets comme le terrorisme, la diplomatie et autres questions géostratégiques. Ceux qui y prennent part devront pousser la réflexion en vue de faire face aux grands défis du moment. La dite formation a débuté hier à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Zoubavier David Dabiri. Cadres civils, militaires et députés sont depuis ce lundi à l'école du CEDS, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques.
Il participe ici à une formation de haut niveau qui allie les pratiques parlementaires aux grandes questions internationales de l'heure. Des questions sécuritaires, des questions géopolitiques, des questions stratégiques et des questions aussi qui sont liées bien sûr à l'actualité et les questions d'asymétrie, notamment la question récurrente et persistante du terrorisme au Burkina Faso. Donc c'est un atelier de très haut niveau qui va permettre aussi aux parlementaires de se familiariser avec un certain nombre de concepts, notamment en droit international public. Pour les élus nationaux, cette formation permettra de cerner les subtilités des relations internationales et ce, en vue de mieux apprécier les textes et protocoles d'accords transnationaux. Nous sommes amenés le plus souvent à voter des lois, des ratifications. Et donc cela veut dire que si nos députés ne sont pas outillés, ça va être compliqué pour pouvoir bien analyser et donner des résultats tangibles. Vous savez également qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons développé ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire pour ne pas laisser uniquement l'exécutif dans ce domaine-là. Ce que nous faisons, c'est juste pour accompagner, juste pour appuyer. Le CEDS est une structure de formation post-universitaire spécialisée dans la qualification des cadres tels que les décideurs, les acteurs du monde économique ou encore les officiers supérieurs des armées. Il est présent dans 9 pays à travers le monde et la délégation burkinabé répond de l'antenne sud-ouest de Dakar au Sénégal. Dans l'actualité également, le Burkina Faso disposera bientôt d'une politique sectorielle dans les domaines du commerce et du service marchand. Un document provisoire y relatif est soumis à des techniciens pour examen. Après cette étape, le document passera dans les mains du gouvernement pour adoption. Plus de précisions avec Urbain Benito Somé et Pascal Kane. Faire du secteur tertiaire l'un des piliers de l'économie burkinabé, c'est l'ambition du gouvernement d'ici à 2020. Pour ce faire, il faut dynamiser les sous-secteurs transport, économie numérique, commerce et communication, regroupés en secteur commerce et services marchands. Une politique sectorielle de services marchands et commerce a été élaborée à cet effet. L'adoption de cette nouvelle politique sectorielle permettra au Burkina Faso de tirer parti de ces domaines en pleine mutation. C'est ce secteur qui fait partie des secteurs de soutien à la production et qui devrait nous permettre de disposer à l'horizon 2027, c'est ce qu'on s'est fixé, de disposer d'un secteur commerce et services marchands, de relever comme défi comment faire pour valoriser nos produits locaux, comment améliorer leur qualité pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché international, comment faire pour professionnaliser et moderniser par exemple le secteur des transports, de manière à faire en sorte que nos acteurs de transport soient compétitifs face à la compétition sous-régionale. Comment faire pour que les services de télécommunication soient améliorés et soient à la portée de tous. C'est dans ce sens que vous verrez par exemple que la TNT, que vous connaissez très bien, est en train de faire son petit chemin. Ces techniciens venus des ministères concernés vont examiner le document initial proposé par une cellule de rédacteurs, après quoi le projet de politique sectorielle en commerce et services marchands sera proposé en Conseil des ministres pour adoption. Au ministère en charge de la jeunesse, des données existent désormais sur les emplois décents créés entre 2016 et 2018. Ces données sont les résultats d'une étude réalisée par l'Observatoire national pour l'emploi et la formation. Il ressort de cette étude que plus de 46 000 personnes ont eu un emploi décent dans le public, le parapublic et le privé. Les résultats de l'étude ont été soumis à la validation des acteurs impliqués dans les questions de création d'emplois. Amadou Ilboudo et Zoubavier David Dabiri. Plus de 107 000, dont 46 000 emplois décents, créés sur la période 2016-2017. Ces chiffres sont de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation qui soumet son étude depuis ce matin à l'appréciation des structures publiques, parapubliques et privées impliquées dans la création d'emplois au Burkina Faso. Il nous a paru indispensable de faire le point de ce qui a été fait depuis 2016 jusqu'en 2017 afin de voir si nous sommes sur la bonne voie. Sinon, de prendre des initiatives afin qu'au rendez-vous du quinquennat, le président puisse avoir un bilan à la hauteur de l'engagement qui a été fait. Des données qui permettront au gouvernement de peaufiner sa stratégie de promotion de l'emploi décent. Du reste, selon les concepteurs,
L'étude est non exhaustive et ne concerne que 40% des structures susceptibles d'être sondées et ne prendrait pas en compte le secteur informel. Le document ainsi validé servira de référentiel sur les questions d'emploi et connaîtra une amélioration dans ses éditions actualisées. Pour ce faire, les responsables de l'étude appellent le patronat burkinabé et les personnes sollicitées dans le cadre de ces enquêtes à plus de collaboration et ce, en vue de garantir la fiabilité. Le ministère du Travail et de la Protection sociale se fixe pour priorité de sortir les enfants des situations de pire forme de travail. La stratégie trouvée, c'est la communication sur le nouveau décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. À ce sujet, des ateliers d'information et de sensibilisation seront organisés dans les différentes régions du Burkina Faso. Issa Kafando et Vincent Tchendrbego. Au Burkina Faso, plus d'1 million d'enfants sont engagés dans le monde du travail et sont exposés à certains dangers, parfois ignorés ou négligés. Cet atelier vise à faire connaître les innovations du décret qui dresse la liste des travaux dangereux pour les enfants. Le Conseil national pour l'enfance et différentes associations d'enfants et de jeunes travailleurs sont représentés et seront les relais auprès de leur communauté. L'actuel texte s'est adapté aux situations parce que le texte de 2009 s'était retrouvé un peu désuet par rapport à l'évolution du phénomène des travaux dangereux pour les enfants. Donc le nouveau texte a comblé les lacunes de ce texte-là pour s'adapter à la nouvelle configuration. On doit s'attendre à ce que la lutte sur le terrain s'améliore et que nous ayons des résultats relativement plus probants que de par le passé. Après le centre, d'autres ateliers vont se dérouler dans les régions des Hauts-Bassins, des Cascades, de l'Est, du Centre et du Sud-Ouest jusqu'au 8 mai prochain. Question de susciter davantage une prise de conscience des dangers encourus par les enfants au travail. Dans l'actualité également, une rencontre se tient à Ouagadougou sur les normes internationales du sésame. Ceux qui prennent part à la rencontre vont prendre connaissance et valider les résultats d'une étude réalisée sur ces normes internationales du sésame. Une fois validé, le document de référence sera mis à la disposition des acteurs de la filière sésame pour faciliter leurs transactions commerciales. Pawadrogo Jansongo et Oumou Sissi. Troisième produit agricole d'exportation au Burkina, le sésame a de beaux jours devant lui. Mais pour se faire une place de choix sur le marché international, il est primordial pour les acteurs de la filière de connaître et de respecter les normes internationales. Le but de l'étude, je vais revenir principalement sur ça, était un peu de faire une étude, une photographie actuelle des normes existantes au niveau mondial et surtout les marchés de destination du sésame burkinabé. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour les productions agricoles, c'est le marché qui détermine. Donc il est important que pour tout producteur, tout commerçant, de savoir quelles sont les exigences par rapport à son marché et pour produire en conséquence. Prenez le cas du Burkina. Notre principal marché sur le Japon, c'est la Chine. Il était important que l'étude se penche sur ces marchés et nous délivre comme résultat quelles sont les exigences de ce marché en matière de normes par rapport au sésame. Et cela nous permettra par la suite de réguler le système et de permettre donc à nos exportateurs de se conformer à ces normes-là pour pouvoir pénétrer le dit marché. Et pour les acteurs de la filière sésame, connaître les exigences internationales tant au niveau de la quantité que de la qualité leur sera bénéfique. Le projet va être d'un grand apport pour nous parce qu'il est question d'exportation. Et lorsqu'il s'agit d'exportation, il faut forcément de la qualité. Et pour cela, il faut prendre en compte tous les acteurs pour qu'on ait un sésame de qualité, un sésame qui réponde aux normes internationales. Le projet Sésame d'une durée de 5 ans est financé par le département américain de l'agriculture. Et ce sont les régions de l'Est, de la boucle du Mouhoun, des hauts bassins et des cascades qui sont concernées par ce projet. Après le sésame, intéressons-nous à la filière avicole, un secteur porteur pour de nombreux Burkinabés. Malheureusement, c'est une filière en proie à des difficultés, au nombre desquelles la mauvaise organisation des acteurs, les maladies et la fraude. Les solutions à ces difficultés seront identifiées au cours d'une rencontre qui réunit depuis ce mardi des aviculteurs à Zignaré dans le plateau central. Paul David Bambara et Zalissa Sanfo. Plus de 50 000 poulets
consommé chaque jour dans la capitale burkinabé est environ 150 millions de francs CFA distribués et redistribués chaque jour pour la seule capitale Ouagadougou. La volaille, source de revenus, de réduction de la pauvreté et de création d'emplois. Le ministère des Ressources animales en est convaincu. Et comment faire pour obtenir plus de résultats? Tous les acteurs sont ici à la recherche de solutions. C'est un secteur qui est très porteur. Le plus gros problème, c'est le problème de financement d'abord, et puis maintenant la lutte contre la fraude. Si on arrive à maîtriser ces deux aspects, je pense que nous allons pouvoir faire de très bonnes choses. Faire de très bonnes choses. Pour le ministère des Ressources animales, il faut que ces acteurs s'organisent. Et cette rencontre de concertation leur offre l'opportunité. En matière de structuration, on a en fait l'ossature qu'il faut, mais il se pose un véritable problème d'ancrage. L'ancrage, ça suppose que lorsqu'on a une filière d'envergure nationale, que en fait, cette filière soit représentée au niveau déconcentré pour que la majeure partie des acteurs puissent se retrouver dans cette organisation. C'est ce qui donne la force à l'organisation. Cette rencontre va durer 4 jours. Et ici, l'état des lieux de la filière avicole va être fait. Les acteurs sont amenés à faire des propositions pour lever les contraintes au développement de cette filière. Autre point de l'actualité, et nous parlons santé à présent. Aujourd'hui, 17 avril, c'est la journée mondiale de l'hémophilie, une maladie génétique très peu connue sous nos cieux. Elle est caractérisée par des difficultés de coagulation du sang en cas de blessure telles que la circoncision. Au Burkina Faso, la maladie touche un nombre important de personnes de sexe masculin et la prise en charge ne se fait pas sans difficulté. Constat à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Dans ce téléma signé, Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Alizeta Sakandé a perdu son premier fils, puis son deuxième, tous deux à la suite de circoncision. 2 décès qui ont bouleversé cette maman qui ne comprenait pas pourquoi le sort s'acharnait tant sur elle et sur sa progéniture. Le premier a été circoncis à la maison à 9 mois. Il a saigné toute la journée, puis il est mort. Le second, son grand-père l'a fait circoncire à l'hôpital. 21 jours de saignement non-stop. Lui aussi est mort. Ne vous méprenez pas. Ces 2 décès ne sont aucunement liés aux conditions dans lesquelles les circoncisions ont été pratiquées. Le sang qui coule, qui a du mal à s'arrêter et qui ne coagule pas, est révélateur d'une maladie génétique, l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie du sang, c'est une maladie de la coagulation. Et vous savez que la coagulation, lorsque l'on se blesse, ce sont les processus de coagulation qui font que le sang s'arrête. Et donc dans l'hémophilie, le sang va s'écouler plus longtemps. Les personnes hémophiles donc saignent plus longtemps que les sujets normaux. Maladie génétique très peu connue. Tous ici nous racontent que c'est à la suite d'expériences amères de circoncision qu'ils ont découvert l'hémophilie, une maladie qui affecte essentiellement que le sexe masculin. Maladie génétique, l'hémophilie ne se guérit pas, mais les gestes qui sauvent, parents et enfants doivent les apprendre par cœur. Les enfants que nous avons dans notre file active sont éduqués dans ce sens-là pour éviter au maximum les traumatismes. Donc il y a des sports qui sont à éviter, notamment les jeux violents, les sports de contact sont à éviter. Et pour ne pas avoir retenu la leçon de ne jamais jouer, de ne jamais se blesser, Aïdara Dera a été retiré de l'école en classe de CM1. Son père le préférant vivant déscolarisé que mort d'hémorragie à la suite de jeux avec ses camarades. Et si les gestes qui sauvent ne sont pas adoptés et que les saignements tant redoutés commencent,
Les coûts de prise en charge, qu'ils soient curatifs ou préventifs, vous donnent le vertige. Si un enfant de 20 kg vient, il a des bobos et on doit le prendre en charge pour une prise en charge curative, c'est-à-dire que c'est un traitement qu'on fait. Il faut au moins 2 ou 3 doses. Je vous dis tantôt qu'un seul UI, ça fait 407 francs. Si c'est un enfant de 20 kg, on fait un UI par kilogramme. Donc les 20 kg là vont nécessiter 400 UI. Et si vous prenez 400 multiplié par 407, ça vous fait déjà à peu près 163 000 pour une seule injection. Et dans ce cas, il faut au moins 2 ou 3 injections. Si c'est 3 injections, ça vous fait pratiquement 500 000, 489 000. Non, dès qu'il y a un bobo encore, ça peut survenir. Les 60 patients inscrits à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle ne peuvent pas souffrir ces traitements. Et fort heureusement, la Fédération mondiale de l'hémophilie offre gracieusement les médicaments à tous les patients. Un autre problème de santé qui concerne cette fois les femmes, c'est bien le cancer du col de l'utérus. La prévention est l'une des solutions pour freiner l'ampleur de la maladie. Des initiatives naissent dans ce sens, comme celle de la Fondation Nasmour qui a organisé ce mardi une séance de dépistage du cancer du col de l'utérus. Daouda Ouattara et Moumouni Soubega. À travers cette séance de dépistage, le centre de formation Nasmod s'engage dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le dépistage s'est fait en partenariat avec la Fédération féminine de Dakar et c'est tout le personnel féminin du centre qui est concerné. Je suis en train de découvrir beaucoup de choses, donc n'en parlons pas à mes filles. Voilà, donc c'est vraiment une opportunité pour nous de connaître la maladie, d'être sensibilisés et puis voilà, de savoir comment prévenir. Le cancer du col de l'utérus est une maladie de plus en plus fréquente et les spécialistes recommandent de faire le dépistage avant qu'il ne soit trop tard. C'est une pathologie complètement évitable par le dépistage. Si l'on dépiste, c'est pour savoir que la personne est en bonne santé. Au pire des cas, qu'elle a des lésions précancéreuses, donc guérissables. Mais bien sûr, lors du dépistage, malheureusement, des fois, on voit déjà des cancers qui sont présents. C'est pour éviter d'en arriver là. Parce qu'une fois que le cancer est déclaré, aussi bien la patiente, la famille que les médecins, on est dans le désarroi. Parce que la prise en charge est longue, elle est chère, elle est déprimante. Alors que si l'on détecte des lésions précancéreuses, on peut la guérir complètement. Selon les spécialistes, toutes les femmes en activité sexuelle sont exposées au cancer du col de l'utérus jusqu'à l'âge de 65 ans. Et pour faire face à ce mal, les autorités ont fait du dépistage une gratuité. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, les lauréats de la 3e édition de Génétique sont connus. Ils sont 5 jeunes à recevoir des prix allant de 2 à 3 millions de francs CFA. Cet appui financier leur permettra de réaliser des projets dans des domaines du civisme, de l'environnement, de l'énergie et du développement rural. Les lauréats ont reçu leur prix hier à Ouagadougou. Voyons cela avec Pascal Kane. Ils sont jeunes et pleins de talent en matière d'informatique. Ce soir, leur génie est reconnu par leur père et les autorités qui leur décernent ici ces prix génétiques 2017. Ils sont 5 lauréats cette année à proposer des solutions dans des domaines aussi variés que le civisme, l'économie d'énergie, l'environnement, la santé et la sécurité. Karine Bakiono fait partie de ces génétiques. Elle propose une solution appelée Korolwefo, un antivol connecté. Korolwefo est un projet que j'ai mis en œuvre suite au fait que j'ai d'abord été victime d'un cas de vol. C'est-à-dire, je n'ai pas été alertée à temps. J'ai remarqué également que chacun de nous, soit avons été témoins, victimes d'un cas de vol d'engin ou d'effet sous la selle de l'engin. J'ai mis en œuvre Korolwefo afin de pouvoir alerter à temps le propriétaire et de permettre également de géolocaliser l'engin lorsqu'il n'a pas été attentif à l'alerte qui sera faite par le téléphone. Ils reçoivent des trophées et des enveloppes allant de 2 à 3 millions de francs CFA. Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour ces lauréats. Le prochain défi, transformer l'essai en faisant en sorte que ces projets deviennent réalité. Je voudrais vous rassurer que le MDNP continuera de vous accompagner par des actions de promotion et d'orientation vers des potentiels bailleurs de fonds et aussi d'autres partenaires à travers des conventions et des plateformes de promotion.
58 candidats ont participé au concours Génétique 2017. Ces 5 lauréats ont proposé les solutions les plus pertinentes, les plus réalistes. Du 4 au 6 mai prochain, Pau et Thiébélé vont vibrer au rythme de la 2e édition du Festival des Nuits Djongo. C'est un cadre de promotion et de valorisation des potentialités culturelles et touristiques de la province du Naouri. Le programme prévoit une parade, une rue marchande, des concerts et bien d'autres activités. Les organisateurs du Festival des Nuits Djongo ont animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Omar Sombré et Bouma Ernesta Népié. Du 4 au 6 mai prochain, les villes de Pau et de Thiébélé vont vibrer au rythme du Djongo. Initié par l'association Djongo Diffusion, le festival Les Nuits du Djongo vise à promouvoir les potentialités culturelles et touristiques de la province du Naouri. Devant les hommes de médias, le directeur artistique du dit festival dévoile le chronogramme des activités. On a une parade le premier jour du festival. Ils vont faire les artères, quelques artères de la ville de Pau, et puis se retrouver au niveau du lieu même du spectacle, c'est la place Nemaro. On a une dizaine d'artistes par soir, tradis et modernes. Sur nos têtes d'affiche, ça sera Solo Diakabako et Smoke. Et le dernier jour, il y a la scène à Thiébélé, à l'espace libre, où moi je vais jouer avec les artistes locaux au niveau de Thiébélé et des troupes traditionnelles aussi. Pour cette 2e édition, des innovations sont prévues. Les organisateurs ont intégré une conférence ainsi que la participation des 5 communes de la province à la rue marchande. C'est les conférences qu'on a. Il y a aussi c'est les invités qu'on a, les invités d'autres festivals. L'innovation particulière, c'est vraiment l'accent qu'on a mis sur les troupes traditionnelles. Plus de 15 000 festivaliers du Burkina, du Ghana et d'autres pays sont attendus à ce rendez-vous de promotion de la culture Kassena. À l'international, nous évoquons les accords de libre-échange entre l'Union européenne, la France et le Canada. Le président français et le premier ministre canadien en ont parlé hier à l'Élysée. En dehors du commerce, les deux hommes ont parlé de partenariat dans le domaine de l'environnement et du climat. C'est tout sourire qu'Emmanuel Macron accueille Justin Trudeau sur le parvis de l'Élysée. En visite officielle en France, le Premier ministre canadien a rencontré le président français ce lundi. L'occasion d'afficher leur bonne entente et de vanter les mérites du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Ce texte controversé, critiqué par les agriculteurs français, est entré provisoirement en vigueur en septembre dernier. En 2017, les importations du Canada en provenance de la France ont progressé de 4% par rapport à l'année précédente. Les investissements canadiens en France ont, quant à eux, augmenté de 23%. On voit déjà, avec seulement 4 ou 5 mois de mise en vigueur l'année passée du CETA, on voit déjà les résultats. Le duo franco-canadien a également annoncé la création d'un partenariat bilatéral sur l'environnement et le climat. Ce texte ambitieux vise à apporter une réponse coordonnée à l'enjeu que représente le changement climatique et nous y prévoyons une série d'actions communes sur justement les transports internationaux, l'organisation d'un séminaire euro-canadien sur la tarification carbone. Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont tour à tour insisté sur leur volonté de concrétiser l'accord de Paris de 2015 qui vise à limiter le réchauffement climatique. Ce mardi, le Premier ministre canadien s'exprimera devant l'Assemblée nationale. Depuis le début de la Ve République, seule une vingtaine de responsables étrangers se sont prêtés à cet exercice. On revient au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. Les parutions de ce mardi évoquent le Flintlock, un exercice organisé dans le cadre de la coopération militaire contre le terrorisme. Les journaux analysent également le grand nettoyage judiciaire en République démocratique du Congo. Voici la revue de presse signée Tobom Evelyne Dabiri. Lutte contre le terrorisme, l'ambassadeur des États-Unis monte au front, informe l'observateur Palga. C'est dans le cadre de l'exercice Flintlock que l'ambassadeur des États-Unis s'est essayé au tir avant de suivre la démonstration grandeur nature et très enlevée de lutte contre le terrorisme, explique Vos Quotidiens. Les unités spéciales de lutte contre le terrorisme des pays de l'Afrique de l'Ouest s'exercent depuis le 9 avril au Burkina pour riposter contre les éventuels dangers qui se présenteront, lit-on, dans le pays. Cet exercice militaire multilatéral coordonné et exécuté par les forces spéciales africaines
compte 1500 membres de forces armées de plus de 20 pays africains et de leurs partenaires occidentaux, précise aujourd'hui au Faso. Objectif de cet exercice initié depuis 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique, renforcer les capacités des participants à lutter contre les organisations extrémistes violentes et protéger les frontières, entre autres, précise ce journal. Mais Sidoya s'interroge, cet exercice va-t-il profiter à la force du G5 Sahel? Question qui est restée sans réponse. Autre sujet d'actualité, le congédiement de 250 magistrats en RDC. Le premier magistrat de la RDC, Joseph Kabila, a donc décidé d'expurger des rangs de la magistrature de 150 juges incompétents ou faussaires, rapporte aujourd'hui au Faso, et c'est inédit, poursuit ce journal. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des cargaisons entières de hauts fonctionnaires relevés de leurs fonctions, renchérit l'observateur Palga. Dans le principe, poursuit ce journal, on ne peut que se féliciter de ce coup de pied dans la fourmilière judiciaire. Raison évoquée, rapportée par aujourd'hui au Faso, des cursus académiques incertains et des fraudes de diplômes. Mais ce journal craint que cette opération main propre ne soit en réalité une camisole de force qu'on veut faire porter aux juges en prévision des élections présidentielles de décembre 2018. Ce nettoyage de l'écurie judiciaire par Kabila ne paraît donc pas sain, selon aujourd'hui au Faso, qui rappelle que Kabila a déjà bétonné la Cour constitutionnelle au cas où. Même suspicion de l'observateur Palga qui écrit « Pour donner des leçons de probité, il faut être soi-même un parangon de vertu ». Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition de l'actualité sur la RTB, c'est à 22h30. Une édition que j'aurai le plaisir de vous présenter. À tout à l'heure.